suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Ensemble, nous allons vivre ou revivre les temps forts qui ont marqué l'actualité du bassin méditerranéen. Et parmi ces temps forts, il y a la visite du pape François en Terre Sainte. Le souverain pontife s'est rendu dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et en Israël. Un moment unique marqué, vous le verrez, par un appel à la paix. Puis je vous emmènerai en Espagne pour découvrir la ville de demain. Santander est une cité ultra connectée. Des milliers de capteurs assistent les habitants dans leur quotidien. Enfin, nous irons dans le sud de la France pour une balade exceptionnelle entre Marseille et Cassis. Les calanques, comme vous ne les avez jamais vues, à bord d'un kayak. Mais pour commencer, la visite du pape François en Terre Sainte. Elle a débuté en Jordanie, puis le souverain pontife s'est rendu dans les territoires palestiniens avant Israël. Un acte symbolique qui n'a pas été du goût des autorités israéliennes, peu habituées à passer en seconde position. Mais finalement, c'est son invitation au président palestinien et israélien qui restera dans les esprits. Pas question pourtant pour lui de jouer les médiateurs. Il se présente comme un simple artisan de la paix. Une des images les plus marquantes du pèlerinage du pape François restera son long recueillement côté palestinien devant le béton du mur. C'est en posant ses mains sur cette barrière érigée par Israël que le souverain pontife a concrètement touché du doigt la réalité du conflit israélo-palestinien. Le pape François est venu en Terre Sainte, armé de sa seule foi, pour apporter un message de paix. Devant quelques 10 000 fidèles réunis à Bethléem, il lance une invitation surprise à Shimon Peres et Mahmoud Abbas. J'offre ma maison au Vatican pour accueillir cette rencontre de prière. Une invitation unique et sans précédent lancée un mois après la suspension des négociations bilatérales. Parmi la population, les réactions sont mitigées. Les temps sont très durs, la vie est difficile et les jeunes Palestiniens vivent dans la morosité. C'est un processus très difficile. L'appel du pape peut nous aider, mais il faudrait de la bonne volonté de la part des deux parties, je pense. Le pape a également multiplié les symboles à l'égard du peuple juif. Devant le mur des lamentations à Jérusalem, il s'est plongé dans une prière silencieuse. Puis, dans un élan fraternel, il a embrassé ses accompagnateurs, un rabbin et un professeur musulman. Un symbole d'union avant d'entamer son discours sur la recherche de la paix et la cohabitation entre juifs, chrétiens et musulmans. Apprenons à comprendre la douleur de l'autre. Que personne n'instrumentalise par la violence le nom de Dieu. Travaillons ensemble pour la justice et la paix. Autre geste fort du pape, le souverain pontife s'est recueilli au mémorial de Yad Vashem en souvenir des victimes de la Shoah, en présence de 6 rescapés. Rallumant la flamme de la chambre de la mémoire et baisant la main des survivants, il a demandé pardon au nom de l'humanité tout entière. Écoute notre supplique, sauve-nous avec ta miséricorde, sauve-nous de cette monstruosité. Le pape François se veut avant tout un artisan de la paix. Les présidents israéliens et palestiniens ont accepté son invitation le 8 juin prochain au Vatican. Alors le pape François a lancé un appel à la paix, vous venez de le voir, mais également pour la liberté religieuse. Il a tenu à réaffirmer que les chrétiens étaient des citoyens à part entière au Proche-Orient, une déclaration forte car les Palestiniens chrétiens sont eux aussi menacés par la colonisation et notamment par ce mur de 700 km construit par Israël officiellement pour protéger les colons. Le village chrétien de Beit Jala. Pour son malheur, il est situé à proximité de Jérusalem. Il y a 2 ans, pour protéger une route empruntée uniquement par les colons, Israël a construit un mur qui défigure le village. Et le pire pour les habitants est à venir. C'est une grande partie de cette vallée plantée d'oliviers et de vignes que les Palestiniens risquent de perdre. Le village tire la majeure partie de ses revenus de la vente d'huile d'olive. La plupart des familles qui en vivent sont chrétiennes. Elles n'auront pas d'autre choix que de quitter le pays. Une messe de résistance au milieu des oliviers. Chaque vendredi, elle réunit les villageois qui sont menacés par la construction du mur.
Les gens ont l'habitude de venir ici l'après-midi ou le week-end pour se promener avec leurs enfants. On n'a plus aucun autre lieu de promenade. On nous a déjà confisqué toutes les plus belles terres de Béjala. Le père Ibrahim est l'un des plus virulents opposants au projet. Il dénonce l'absurdité du tracé du mur. Il séparerait notamment 2 couvents installés ici depuis 130 ans. Le monastère des femmes resterait en territoire palestinien, celui des hommes basculerait en territoire israélien. L'armée israélienne invoque des questions de sécurité. Un prétexte, dénonce le père Ibrahim. La question est de prendre tous ces terrains-là pour agrandir Jérusalem et la faire un grand capital pour Israël et ensuite rejoindre l'autre colonie qui est en haut de ces collines-là qui s'appelle Har Gilo. Har Gilo est l'une des 2 colonies qui surplombent la vallée. Elle s'est très rapidement agrandie ces dernières années. Rishka est l'une des premières à avoir posé son sac ici en 71. À l'époque, se souvient-elle, la cohabitation entre juifs et arabes était pacifique. Et puis il y a eu la violence, la séparation chaque jour plus prononcée, d'où son malaise aujourd'hui. C'est difficile parce que politiquement, je ne suis pas 100% sûre que je dois être ici. Mais c'est la vie qui m'a emmenée ici. Le sort de la vallée va bientôt être tranché par la Cour suprême israélienne. En Égypte, 3 ans après la révolution, un chef militaire est redevenu jeudi président du pays le plus peuplé du bassin méditerranéen. Et même si moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé pour aller voter, avec 96% des voix, la victoire du maréchal Abdel Fattah el-Sisi est écrasante. Mais ce n'est pas une surprise, à 59 ans, cet homme, pur produit du système, formé en Grande-Bretagne aux États-Unis, et qui serait un proche de Washington, est qualifié d'autoritaire. Il prend ainsi la tête du pays presque un an après avoir renversé l'islamiste Mohamed Morsi, élu démocratiquement, et éliminé toute opposition religieuse ou laïque. L'implacable répression des autorités a fait plus de 1400 morts, quelques 15 000 arrestations et des centaines de condamnations à mort expéditives. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui de cette élection présidentielle en Égypte. Je vous emmène en Espagne à présent, à la découverte de la ville de demain. Santander est une cité de 180 000 habitants, hyper connectée. Les capteurs installés un peu partout dans la ville donnent des informations pratiques pour circuler ou encore pour se garer. Il s'agirait même de la ville la plus connectée au monde. Alors, comment ça marche? C'est ce que nous avons voulu savoir. En arrivant à Santander, après le charme de la côte espagnole, apparaît une autre particularité. La ville est bardée de capteurs électroniques. Il y en a à tous les coins de rue avec leurs antennes relais, sur les bus, dans les taxis, jusque dans la chaussée. En tout, près de 20 000 qui transmettent en continu toutes sortes d'informations. Qualité de l'air, température, intensité sonore pour dresser la carte des zones rouges les plus bruyantes. Ils surveillent aussi la densité du trafic routier et offrent des services concrets. L'aide au stationnement en pleine rue par exemple. Dans ce secteur, on voit qu'il y a 13 places. Bon, maintenant, il y a 12 places libres. Et dans cette rue, il y a 3 places qui sont libres. Au bout des rues, un panneau indique en temps réel les places disponibles. Inutile de tourner au hasard pendant des heures. Partout dans le centre-ville, Santander a déployé ce type de capteur. Il détecte le champ magnétique. Quand une voiture vient se positionner au-dessus, il sait que la place est occupée. Les transports publics aussi sont connectés. Chaque bus a sa balise de suivi. À tout instant, sa position est indiquée. Il suffit de scanner la vignette de l'arrêt de bus avec son smartphone. Ça y est. Et on obtient toutes les informations. En 3 minutes, le bus numéro 3, il va y arriver. Il est à une distance environ de 624 mètres. Je peux voir où en sont les bus, mais aussi les horaires des trains, s'il y a des taxis disponibles dans les différentes stations. Et c'est vraiment fiable. Ça me facilite vraiment la vie. Autre application connectée, un guide de la ville en réalité augmentée. Sur l'image de la rue apparaissent les administrations ou les commerces alentours. Et sur leur devanture, comme pour les bus, des vignettes permettent ensuite d'obtenir les détails sur les promotions ou les horaires d'ouverture. Les services publics de la ville aussi sont connectés pour une gestion plus intelligente. Nous sommes maintenant dans le plus grand parc de Santander et là encore, les capteurs ont leur place. Ici, l'éclairage public est réduit à son strict minimum la nuit, sauf quand les capteurs détectent une présence. Et ce n'est pas la seule économie qu'ils permettent. Venez voir.
Car en plus de l'électricité dans ce parc, on cherche aussi à économiser l'eau. Et là encore, ce sont des capteurs implantés dans le sol qui mesurent le taux d'humidité. On n'arrose que si c'est nécessaire. En pleine crise, il est fondamental d'utiliser au mieux l'argent public. Et la technologie nous permet cela, d'optimiser le fonctionnement des services publics, faire plus avec moins. D'après les premiers résultats, l'éclairage public connecté permet près de 50% de consommation électrique en moins. Et Santander compte bien développer encore le principe. On va déployer des capteurs dans les poubelles, ça va permettre d'adapter la tournée des camions en fonction des niveaux de remplissage des poubelles. Et aussi, on va déployer des capteurs au niveau des tuyaux de l'eau pour mesurer en temps réel la qualité. Bientôt tous les services publics seront équipés, mais Santander est déjà souvent considérée comme la ville la plus connectée du monde. La Méditerranée serait-elle en danger? Des scientifiques lancent une alerte au plastique dans les mers et les océans. Il ne s'agit pas uniquement des déchets qui flottent à la surface et que l'on a appelé le 7e continent. Ils sont également présents en très grande quantité dans les fonds marins. C'est en tout cas ce que vient de révéler une grande étude de l'Université des Açores et vous allez voir que l'inventaire est très impressionnant. Il y a des vieilles bouteilles d'eau, des gobelets, des canettes. Pourtant, nous ne sommes pas au bord d'une plage polluée, mais en pleine mer, au large de Marseille. À 1000 mètres de profondeur, le fond de la Méditerranée est une décharge. Et c'est pareil ailleurs. L'océan Atlantique, 250 mètres de profondeur, un enchevêtrement de vieilles lignes de pêche. Plus loin, c'est un câble abandonné qui racle les coraux. Le fond de la mer est pollué, c'est désormais prouvé. Pour la première fois, des scientifiques ont étudié 600 échantillons. Partout, le constat est accablant. Jusqu'à 4500 mètres de profondeur, toutes sortes de détritus jonchent le sol. Des plastiques, surtout à 41%. Du vieux matériel de pêche abandonné pour un tiers des déchets. Et du bois, des vêtements, du verre, du métal. Tous nos détritus. Jusqu'à présent, l'image de la pollution marine, c'était ça. On l'appelle le 7e continent, une immense concentration de déchets pris au piège des courants du Pacifique Nord. Impressionnant, mais ce n'est en fait qu'une infime partie des déchets marins. Peut-être moins d'1 million de tonnes sur 15 à 20 fois plus rejetées chaque année en mer. La grande majorité finit donc au fond de l'eau et pour longtemps, car à l'abri de l'air et de la lumière, ces déchets ne se dégradent quasiment pas. Et puisque l'on parle de déchets marins, je vais vous faire découvrir Al Azizi, un bateau océanographique, véritable concentré de technologie, le rêve de bon nombre de scientifiques. Ce navire haut de gamme est une commande de l'Arabie Saoudite. Il va servir à effectuer toutes sortes de mesures. Dessiné par un cabinet marseillais, il vient tout juste de sortir des chantiers de La Ciotat. Il s'appelle Al Azizi et c'est le plus grand bateau construit au chantier naval de La Ciotat depuis leur réouverture. Il mesure 43 mètres de long, il est entièrement fabriqué en matériaux composites et dans quelques heures, il prend la mer après 18 mois de chantier. Ça va être sa première sortie. J'espère que tout va bien se passer. A priori, ça devrait être bon. Il y a un peu de vent quand même. Et c'est un grand moment. Ce bateau de recherche océanographique est une commande d'une université saoudienne. Dessiné par le cabinet Mauric à Marseille, c'est un laboratoire flottant équipé de matériel dernier cri. Cartographie des fonds sous-marins, prélèvement biologique, il sait tout faire. On a en tout sur le bateau 7 sonars différents. On a de quoi prélever des poissons, prélever de l'eau et analyser tout ça. Donc le bateau, il est multimission. Le prix reste confidentiel, mais tout est haut de gamme, comme l'atteste le salon des officiers. C'est un bateau de haute mer et de haute technologie. Le voir quitter le chantier, forcément, ça ne laisse pas indifférent. C'est toujours l'investissement personnel. C'est des bateaux, donc forcément on est concerné, quoi. C'est toujours des métiers passion de faire des bateaux. Le Al Azizi restera 2 mois en baie de La Ciotat pour réglage. Il partira ensuite étudier toutes les mers du monde. Et en matière environnementale, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Le label Pavillon Bleu a été décerné cette semaine. 150 communes françaises l'ont obtenu cette année. Elles sont ainsi récompensées pour la qualité de leurs eaux de baignade ou encore la gestion des déchets. C'est le cas de cette plage
à Antibes. Des plages qui se préparent à accueillir les touristes à un mois des grandes vacances. Les fameuses bouées jaunes sont installées depuis le début de la semaine sur le littoral méditerranéen à 300 mètres au large. Un travail de précision censé assurer la sécurité des nageurs. Car vous allez voir que contrairement aux idées reçues, la mer Méditerranée peut s'avérer très dangereuse. Une septuagénaire retrouvée morte noyée à la Grande Motte. Un homme s'est noyé à Sérignan, dans l'Hérault. Le corps d'un plongeur victime d'un malaise. L'un d'entre eux décède, victime d'un arrêt respiratoire. Il avait 56 ans. Sur le littoral du Languedoc-Roussillon, l'été dernier, 53 personnes ont succombé à une noyade. Les premières victimes sont les touristes, qui ignorent bien souvent les dangers de la Méditerranée. La Grande Bleue jouait d'une réputation fausse, de grandes baignoires tranquilles. Elle est assez calme, elle est beaucoup moins dangereuse que l'océan. Comme on dit, ça arrive pas à nous, ça arrive aux autres. Sauf que ça arrive à tout le monde. La Méditerranée n'est pas aussi paisible qu'on voudrait le croire. Les vagues sont plus courtes que l'océan, certes moins impressionnantes, mais les courants de la Grande Bleue varient brutalement. Alors, après l'hécatombe de l'été dernier, les professionnels des secours ont décidé de se réunir pour éviter les accidents, ou du moins en diminuer la fréquence. Il est obligé d'assurer le secours d'urgence. Il y a maintenant 12 ans, les pompiers de l'Aude ont pris une initiative qui sauve des vies. Les jours de mauvais temps, ils réduisent les zones de baignade. Les zones balisées sont plus petites, mais plus faciles à surveiller. En 12 ans de mise en place, nous n'avons jamais eu de noyés dans la zone de bain. Et l'incident le plus grave, c'est des stades 2. Stade 2, c'est une grosse tasse. Une personne qui a bu une grosse tasse. Donc c'est vraiment efficace. 0 noyé en 12 ans. 0 noyé dans une zone restreinte en 12 ans. C'est quelque chose qu'il faut généraliser, c'est votre sentiment? C'est s'adapter aux conditions de la nature. C'est la nature qui guide ses lois, c'est pas les lois des hommes qui guident la nature. Dans ce département, les baigneurs bénéficient donc d'une sécurité optimale sur les zones surveillées. Ce dispositif généralisé sur toute la côte atlantique, en cas de coup de mer, est appliqué en Méditerranée uniquement dans le Var et dans l'Aude. Sa mise en place est à la discrétion des communes et des secours, ce qui fait débat aujourd'hui. Le colonel Riesdorfer, par exemple, en charge du département de l'Hérault, ne modifie pas l'organisation des zones de baignade lorsque la mer est dangereuse. Pour lui, le danger vient d'ailleurs. On s'aperçoit que la plupart du temps, quand je dis la plupart du temps, c'est plus des 3/4 du temps, les noyades ont lieu en dehors des ordres de surveillance et hors zone de surveillance. Ça pose un vrai problème. Donc je pense que la communication est essentielle, la connaissance du risque. Chacun fait donc sa surveillance dans son coin depuis 65 ans, date à laquelle la réglementation des baignades a été établie. Beaucoup estiment aujourd'hui qu'elle est obsolète et qu'il faut la réformer. Elle a été prise à une époque où il n'y avait pas l'engouement qu'il y a aujourd'hui sur les plages. Restriction des zones, amplitude des heures de présence des secours, mutualisation des moyens, information, voilà quelques-unes des pistes explorées avant l'ouverture de la saison. Car un chiffre résonne comme un avertissement. L'an passé, 65% des noyades sur le littoral français ont eu lieu dans la bande des 300 mètres en Méditerranée. Et on reste sur le littoral pour une belle balade en Méditerranée, mais pas n'importe laquelle. Nous allons dans les calanques entre Cassis et Marseille, mais en kayak de mer. Les paysages sont à couper le souffle, point de vue unique. Les calanques se dévoilent de l'intérieur. C'est la balade rêvée sur la mer turquoise. Une aventure dans les calanques, sportive et surprenante. Le spectacle de la nature au bout de votre kayak. Embarquement en début de matinée. Lucas partage un bateau avec son père. Une seule inquiétude, la température de l'eau. Ouais, 14-15, non? Ouais, pas plus. Elle était super froide, elle s'est glacée. Premier coup de pagaie, sortie de la calanque de Port-Miou. Entre le calcaire blanc et les falaises rouges du Cap Canaille. Quand les conditions sont parfaites comme aujourd'hui, les kayaks offrent la meilleure vue sur les calanques. On redécouvre grâce au kayak. Notre vision depuis la mer, c'est bien plus joli, moi je trouve. C'est impressionnant, hein, ça donne des émotions. Voilà. Au plus près de la roche, grâce à ces embarcations passe-partout. Voici les calanques, vues de l'intérieur. Bienvenue dans la grotte bleue. Alors ce qui donne cette couleur, regardez, c'est le sable qu'on voit au fond. Claustrophobe s'abstenir, il y a tout juste de quoi faire demi-tour ici. Super, et c'est immense, c'est beau. Ah, ça c'est ce qu'on cherche. Toujours de découvrir ça en famille, en effet. Pour en partager et garder des souvenirs. Et Lucas et son père n'ont encore rien vu. Direction maintenant la calanque d'Envaux. Avec son eau turquoise,
c'est sûrement la plus belle de toutes. Dernière étape de la balade, place à la sieste et à la baignade. Ça fait du bien après le kayak, ça rafraîchit quoi. Après tous ces efforts, puis dans un site aussi fabuleux que ça quoi, ça fait plaisir, ça en vaut vraiment la peine. Alors verdict, c'est 6 heures d'une balade exceptionnelle avec des paysages magnifiques au cœur des Calanques. Le seul inconvénient, c'est peut-être pour les bras. Les courbatures vont arriver, je le sens, dès demain matin. Je vous propose à présent une autre idée de balade pour cet été, la découverte de Menton et de ses façades. Car si la ville est surtout connue pour ses citrons, elle est également un formidable témoignage de l'histoire de la Côte d'Azur, grâce à ses fresques, un patrimoine exceptionnel que des artisans restaurent aujourd'hui. Et pour les admirer, il suffit de flâner dans les ruelles et de lever la tête. Ah ben là c'est intéressant, il y a 3 exemples de frises complètement différents. Des fleurs assez modernes qui sont en fin de compte une céramique, un clair-obscur romantique, assez doux avec des tons effacés, et puis un petit peu plus loin un décor art déco, très lancéolé, bleu avec des fruits. C'est le quartier des frises ici vraiment. Se perdre dans les rues de Menton, c'est un peu comme tourner les pages d'un livre d'histoire. Sur les façades des immeubles, les frises témoignent d'une époque florissante, celle de l'arrivée des touristes étrangers sur la Côte d'Azur. Anglais, Russes et Allemands venaient alors passer l'hiver à la douceur du climat mentonnais. On peut dire qu'en 1860, Menton a 5000 habitants. Et à la veille de la guerre de 14, Menton a 18 000 habitants. Donc vous voyez l'expansion de cette ville et la croissance. Donc on va construire énormément. Et on va tout naturellement décorer ces façades. Nous n'avons pas de pierre ici, donc les maisons sont rarement en belle pierre appareillée. Donc nous, le côté charmant des façades, comme elles sont obligatoirement enduites, c'est de les décorer dans cette tradition ligure et piémontaise. Au fil des ans, des centaines de frises s'affichent à travers la ville. Et pas une seule n'a échappé à Nicolas Augu. Il les a toutes répertoriées. Fleurs, vignes, citrons, chérubins, animaux. Les motifs hauts en couleur s'animent et dévoilent sous nos yeux l'histoire de leurs propriétaires, comme sur ce commerce. Le fait d'avoir fait ce décor qui est très très riche encore et qui devait être très parlant quand les couleurs étaient neuves, venaient d'être appliquées, il exprimait la réussite en fin de compte de son entreprise ou peut-être le futur espoir de réussite. En tout cas, c'est une belle réussite architecturale et picturale. Perché à une vingtaine de mètres du sol, Fabien Gauthier n'a Dieu que pour ses tulipes. Comme sur de nombreux immeubles de la ville, la façade s'habille d'une frise décorative, une frise en bien mauvais état après avoir subi les outrages du temps. Elle est abîmée, mais bon, normal, vu son âge. Exactement, vu son âge, c'est normal. Parce que le zinc là-haut est tout à refaire. Cette frise, Eliane Lafont la connaît par cœur. Elle est née ici, il y a plus de 80 ans. C'est pas un symbole de richesse, c'est un symbole de sentiment. Oui, mais c'est vrai que si on l'enlève, une fois que ce sera refait, ce sera beau. Et si on l'enlève, ce sera plus pareil. Refaire, c'est justement le travail de Fabien Gauthier. Alors le peintre a sorti ses feutres. Sur son calque, il trace chaque courbe du motif et évalue le travail à réaliser. Là, je vois ce morceau est sain au niveau de l'enduit déjà. Donc, on va seulement passer un fixateur sur l'enduit pour fixer le fond, le durcir à nouveau, bien sûr. Et après, je vais repeindre par-dessus. Les chantiers privés comme celui-ci représentent l'essentiel du travail de cet artisan. Loin des monuments historiques, les édifices du quotidien sont aussi un moyen de faire vivre la culture locale, comme cette cantine d'école, au décor créé de toutes pièces par le peintre. C'est une trace du passé, c'est une envie de pouvoir profiter de belles choses à n'importe quel endroit, que ce soit dans la ville de Menton ou que ce soit dans nos équipements, dans nos édifices, dans nos bâtiments. Je veux dire, c'est un patrimoine. Quand on regarde la frise en camailleux de rouge, c'est exactement les mêmes, mais elles colorées. Et on n'a pas l'impression que c'est le même dessin. C'est incroyable, hein ? Laetitia a décidé d'apprendre. Auprès de Fabien Gauthier, elle s'essaye à la technique des fresques et du trompe-l'œil. C'est récréatif, créatif, un peu de piment dans la restauration. Une petite branche avec des feuilles et des guirlandes de fleurs. Là, ça nous permet de rentrer dans toute la phase de création, de voir la mise en place du dessin. Quand elle va être sur le plafond et au ras du mur, elle n'aura plus la même visibilité, elle n'aura plus le même recul. Donc elle saura déjà ce qu'elle va faire. Elle saura où elle va poser sa feuille, où elle va poser sa fleur, où elle va mettre son ombre, sa lumière. Et du calque au plafond, il n'y
n'y a qu'un échafaudage. À Menton, la basilique Saint-Michel sera son premier ouvrage d'envergure. Et après 60 jours de travail, voilà le résultat. Le chantier est presque terminé. Seulement, une tache est apparue sous la voûte. Tu pourrais peut-être essayer des pastels secs pour estomper la tache foncée. C'était une zone qui avait beaucoup souffert du salpêtre et certainement de la fiente de pigeon qui est sans les greniers. Et ça a migré à travers l'enduit. Et malgré les retouches que j'ai faites successives sur 2-3 jours, les taches réapparaissent. Finalement, l'échafaudage est tout de même démonté et c'est seulement maintenant que Fabien Gauthier découvre son travail. J'espère que tout le monde l'admirera à nouveau et c'est surtout aussi le plaisir d'avoir recréé, ressourcé le travail des anciens et le remettre en valeur avant toute autre chose, quoi. Maintenant, voilà, elle revit à nouveau dans cette basilique. Alors vous venez de le voir, la Méditerranée a toujours été source d'inspiration. Nombreux sont les peintres qui ont fait escale sur ses rives. Cette fois-ci, ce sont des photographes qui se sont retrouvés pour une étape du Tour de France Photo au Palais Bulle de Pierre Cardin. Plus qu'une maison, c'est un univers tout en rondeur, un véritable écrin pour le thème retenu ce jour-là, architecture et mode. Pour studio, un palais, sur fond de Méditerranée à 180 degrés. Et partout des ronds, des trous, des bulles. Un monde aussi sphérique que féerique qu'ils étaient au départ 190 à vouloir capturer dans leur boîtier. Finalement, seuls 45 photographes ont été retenus pour participer à cette étape azuréenne du Tour de France Photo. Thème du jour, architecture et mode. Une évidence autant qu'un défi dans le palais du célèbre couturier Pierre Cardin. Elle m'a inspiré énormément. On n'a que des magnifiques endroits et pour un photographe, les yeux ils tournent complètement. C'est un lieu qui est chargé d'histoire et de la mode, de plein de choses. Et on espère juste être même un dixième à la hauteur du lieu. Amateurs ou professionnels, tous les participants avaient à disposition des modèles, des stylistes, des maquilleurs, des coiffeurs. Des personnes qui, pour la plupart, ont travaillé pour la première fois ensemble dans un environnement qui leur était inconnu. Mais pas de quoi empêcher de radicaux partis pris artistiques. Moi, j'avais envie d'aller vraiment à l'opposé de la rondeur du lieu et vraiment donc avec la tenue de Christophe Alexandre, le styliste, d'avoir des choses un peu plus géométriques. L'objectif de ce Tour de France Photo est avant tout de révéler les talents de demain. Mais au passage, nombreux sont les photographes qui vivent une aventure inédite. C'est un challenge pour plusieurs qui n'ont peut-être même pas fait de collaboration photographique. Il faut savoir s'organiser, planifier, s'entraider aussi. Et puis c'est une expérience humaine, d'après ce que j'en entends, assez favorable. Oui. Avant Théoul, il y a eu l'Aiguille du Midi à Chamonix. Après Théoul, il y aura la dune du Pilat, le château de Versailles ou encore le marché de Rungis aux Aurores. Et enfin, en septembre, la parution d'un recueil avec les plus belles photos. On se quitte avec de bien belles images, celle du Krusenstern. Il a fait étape en baie de Cannes cette semaine. Ce magnifique catamaran date de 1926. Il fut donné par l'Allemagne à l'URSS en 1946 au titre des dommages de guerre. Je vous laisse l'admirer. Au revoir, passez une très belle semaine.